parti dans son tracteur, le... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il refait une marche arrière. Oh! Oh shit! Ah, c'est incroyable cette image! Ah, c'est ouf! Ah, c'est ouf! Ah, cette image! Oh! Ah, c'est... Oh, merde! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Qu'est-ce qui s'est passé à SummerSlam 2022? Le premier Premium Live Event sous l'ère Triple H. Le nouveau responsable créatif de WWE avait annoncé vouloir frapper un grand coup, mettre de sa patte dans un événement qui avait déjà été globalement écrit par Vince McMahon lui-même. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, qui la prennent en cours de route et qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe à la WWE, et oui, Vince McMahon a pris sa retraite. Ça sera pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, alors évidemment, je vous renvoie vers celle où j'aborde cette grande nouvelle. Triple H a donc cherché à nous convaincre, à nous surprendre, et une chose est sûre, c'est que oui, il a réussi. Est-ce que ce vent de fraîcheur va susciter un regain d'intérêt auprès des fans qui avaient peut-être laissé tomber WWE? On pense par exemple à la génération NT1. Certains d'entre vous n'ont pas lâché l'affaire, pour d'autres c'est un peu plus compliqué, mais ils se disent tiens, il se passe des trucs pas banals à la WWE. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour les nombreux retours et commentaires de la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne, à savoir le qu'est-ce qui s'était passé de Armageddon 2008. Merci encore pour vos retours et partages. C'est une super expérience de parler d'anciens pay-per-view avec le recul qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est le présent SummerSlam 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais, mais désormais vous pouvez m'appeler Michel le Sorcier. Beaujolus Duplicus. Tiens, fais-en l'autre. Étant donné que mon employeur WWE ne me permettait pas de faire comme je l'espérais l'assistance arbitrage vidéo l'avare, alors j'ai décidé de me consacrer à de nouveaux hobbies. Des amis à moi m'ont conseillé une lecture au sujet d'un sorcier nommé Harry, j'aimais bien. Alors j'ai décidé moi aussi de me mettre à la sorcellerie. Beaujolus effet spécius. C'est ainsi que je me suis retrouvé à me créer une armée d'alter ego. Alors les sorts ne sont pas forcément bien maîtrisés, des fois ça marche mal. Michelus Chevalus. Je suis ce qu'on appelle un sorcier de niveau 3. Je dois encore passer certains examens pour passer au niveau 4. Mais malheureusement les amis, je dois vous apprendre une très mauvaise nouvelle. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un sort qui malheureusement a mal tourné. Comprometus Laurinaitus. Ouais, parce que voilà, quoi, je voulais profiter de la sorcellerie parce que je n'aimais pas trop Monsieur Laurinaitis. Il disait que mon travail n'apportait rien à la WWE. Mais malheureusement, j'ai voulu faire apparaître des preuves compromettantes le concernant et... Ah, pendant la nouvelle, le vieil homme au loin, là, vous savez, celui qui crie fort, eh bien, il a décidé que je devais arrêter mon emploi. Ainsi, ma carrière d'arbitre international à WWE est donc terminée. Mais je vous annonce que le 1er septembre 2022, je deviens donc un agent libre. Contactez-moi à l'adresse mail suivante pour toute proposition de booking intéressante. Pas sérieux, s'abstenir. Attention, cette adresse mail, ce n'est pas le service après-vente des choses que je vends sur le Bon Coin. Michel Beaujolais, ancien arbitre international à WWE, responsable arbitrage vidéo l'avare. Je vous remercie et je vous dis, je sais pas quand. C'est terminé là. Pas entrer chez moi. Si Michel
Michel n'est pas resté fort, on peut dire une chose, c'est que l'affluence de WWE est plutôt restée très forte pour cet événement. Plus de 45 000 personnes étaient présentes au Nissan Stadium de Nashville au Tennessee selon la WWE. Selon WrestleTix, on était à peu près à 36 000, mais soit... c'est un beau chiffre. Et puis le visuel est particulièrement très agréable, belle réussite pour WWE. On a confié la lourde tâche d'ouvrir les hostilités à Bianca Belair qui défend le championnat féminin de Raw contre Becky Lynch. Un programme qui, je le rappelle, a commencé il y a une année quand Becky Lynch avait pris le championnat Bianca Belair lors de SummerSlam en 26 secondes. Hein, ça nous avait laissé particulièrement en toit. La rivalité a continué de s'entretenir jusqu'à un excellent combat à WrestleMania cette année. Chapitre final, est-ce que Bianca Belair va confirmer? Est-ce que Becky Lynch va être plus concentrée? Bah la réponse est oui. C'était pas du tout la Becky Lynch arrogante, sûre de son fait, c'était une Becky Lynch bien plus déterminée à remporter la victoire avec son catch. 15 minutes 10 d'action, un format très compétitif. Cette Becky Lynch plus sérieuse a cela dit eu recours à quelques tactiques déloyales, en se servant notamment de la tresse de son adversaire, ça s'est également retourné contre elle. On a eu des spots plutôt cool avec Bianca Belair qui contre la leg drop de Becky Lynch avec une powerbomb, une near fall incroyable sur le Manhandle Slam. La catcheuse irlandaise était cela dit diminuée à cause d'une blessure à l'épaule survenue au milieu du combat. Ça n'a pas empêché les deux femmes de continuer à combiner de manière particulièrement précise et agréable. Un spot final et une victoire avec beaucoup d'autorité de la part de Bianca Belair qui va contrer le Manhandle Slam de la deuxième corde avec un Spanish Fly incroyable enchaîné avec le KOD et une belle victoire 1-2-3 au milieu du ring. Très certainement, encore une fois, le meilleur match de catch pur de toute cette carte. Bianca Belair qui conserve et une Becky Lynch qui va lui tendre la main et reconnaître sa défaite. Ça, c'est pas banal. De la poignée de main au câlin, est-ce que c'est le face turn de Becky Lynch? Eh ben... oui, et peut-être le début d'un nouveau parcours initiatique pour elle, pour, on l'espère, voilà, aller challenger Ronda Rousey pour nous offrir le match qu'on n'a jamais eu à WrestleMania 35, parce que c'était un triple threat, et ben notre revanche elle est où? Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Triple H a décidé de nous régaler. Bayley! Bayley's back! Let's go! Ah oui! Ah oui! Ils ont arrêté la musique alors qu'elle n'est pas encore arrivée au ring, elle est restée sur la rampe. Attends, quoi? Dakota Kai? C'est Dakota Kai que j'ai vu? Mais voilà, Triple H, putain, des meufs Hunter! Mais c'est ça! Yoshirai! 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 Mais Triple H, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On est fous! Les meufs Hunter, on est là! Bianca Belair, tu vas pas te reposer, meuf. Regarde toute la compétition qui arrive. Mais let's go! Mais let's go! Hunter, pète-moi le cul. Mais... ouais, Becky! Becky, direct, elle se positionne! C'est cool! C'est cool! Bravo Hunter, parce que pour le coup, oui, ça marque les esprits. Et on a appris par les Dirt Sheets derrière que le plan avait déjà été soumis à Vince McMahon il y a quelques semaines et que Vince McMahon avait refusé l'idée de former un clan autour de Bayley. En tout cas, pas avec Yoshirai et Dakota Kai. Il y a eu des rumeurs comme quoi Bayley reviendrait aux côtés de Raquel Gonzalez et de Kaylee Ray. Il n'en sera rien. Triple H a le dernier mot et... tant mieux. C'était assez culotté, mais on a enchaîné directement avec un deuxième combat qui était une grosse attraction sur cette carte de SummerSlam, puisque Logan Paul allait catcher en 1 contre 1 contre le Miz. Suite directe de leur confrontation après leur combat par équipe à WrestleMania, le programme n'a pas été porté par quelque chose d'incroyable, ça a surtout tourné autour de la taille des attributs du Miz, et bon... Logan Paul, présenté comme une social media méga star, s'est engagé, je le rappelle, avec la WWE pour plusieurs combats. Était-il prêt pour un combat mano à mano contre le Miz, qui est pas connu pour être un général des rings, et qui pourtant a fait de l'excellent travail, puisque oui, Logan Paul a beaucoup impressionné. Alors évidemment, tout n'était pas parfait, et là c'est l'ancien catcheur que j'ai été à mon petit niveau, qui remarque des trucs au niveau des placements de bras, des positions. Ceci dit, ce qui a été présenté était particulièrement agréable. Logan Paul, en plus de ça, c'est quand même des capacités athlétiques totalement naturelles, une facilité certaine. WWE, avec l'intégration récente de ces célébrités dans le monde du catch, comme Pat McAfee ou encore Bad Bunny, est peut-être là en train de transformer l'industrie sur pas mal de points, puisque leur système de formation, le Performance Center, permet de faire réellement des dingueries.
envie de créer un apprentissage qui permet de transformer des célébrités en déjà des méga stars du catch. J'ai eu d'ailleurs l'impression que Logan Paul a fait un plus gros buzz à SummerSlam qu'il l'a fait à WrestleMania. Ce dernier pense d'ailleurs avoir trouvé sa vocation. Et bah écoute, il a 27 ans, vas-y frère, si tu veux faire du catch, je suis sûr que t'as moyen de te faire plein de thunes. Mais surtout, ça risque d'en inspirer pas mal, hein, parce que oui, bah si même Booba il commence à retweeter Logan Paul qui catch, et que ça donne des idées à d'autres, qu'est-ce qui se passe? WWE, ça va devenir l'Epic Royal Rumble des internets. Pour ce qui est de l'action, on a eu le droit à 14 minutes de match avec un Ciampa qui a tenté d'intervenir, mais l'arbitre l'a gaulé, a voulu le renvoyer en vestiaire, il a pas voulu repartir au vestiaire, alors Edge Styles, il est venu faire la sécurité. Voilà, très bien. Logan Paul a porté un frog splash depuis la 3ème corde vers l'extérieur du ring sur le Miz posé sur une table, alors ça aurait pu être le plus gros buzz du week-end, mais figurez-vous qu'il y a un autre truc qui arrivera derrière. Derrière, le Miz va tenter de gruger en donnant un coup de carte. Ouais, il s'était fait une carte comme la carte Pokémon de Logan Paul, mais avec sa gueule qui avait cassé la gueule de Logan Paul quelques semaines auparavant. Ça a été esquivé, il a failli y avoir un drame avec Maryse, mais non, on a eu un phénoménal forearm de la part de Logan Paul. Il a enchaîné avec le Skull Crushing Finale et a remporté la victoire, comme quoi les catcheurs s'inclinent contre les célébrités. C'est un autre débat. C'est feel good, c'est inspirant, mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que Logan Paul ferait un bien meilleur heel à la WWE. Avant de passer au 3ème combat, je voulais faire également un petit point sur la durée du pay-per-view et sa construction. On a eu un peu plus de 3h30 de spectacle. Et malgré le départ de Vince McMahon, la restructuration de la compagnie, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est le temps qu'on passe entre chaque combat, entre les spots publicitaires, entre les clips random qu'on se bouffe pendant que les gens aux États-Unis sur Peacock se mangent une pub. Et ben WWE par moment en termes de placement de produits nous font des dingueries, comme là avec Mansoir et Massé qui dégustent de l'eau comme personne. Non mais regardez-moi ce swag, regardez-moi cette classe. Même moi pendant le live reaction sur Twitch, je me suis retrouvé totalement possédé et j'ai décidé de boire de l'eau, beaucoup d'eau. On se calme, on se calme. Oh, Mansour et Massé. Regardez putain comment ils posent, regardez comment ils mettent l'eau en valeur de masse. Mais c'est beau. Mais pourquoi j'ai une érection? Mais regardez, ils s'amusent avec l'eau. Ils s'amusent avec l'eau, ça coule, ça dégouline. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai renversé plein de flotte. Prochain combat, le détenteur du Money in the Bank Theory challenge Bobby Lashley pour le championnat des États-Unis, un match qui restera assez anecdotique. Parce que malgré l'attaque avant le début de la cloche de Theory avec sa mallette, et Bobby Lashley l'a fracassé en un peu plus de 4 minutes. Full Nelson, abandon, c'est terminé. Bobby Lashley reste le champion des États-Unis et Theory est toujours présenté à nos yeux comme une immense victime, à moins que ça nous prépare le terrain pour se dire il va y avoir un hold-up terrible dans le main event. J'enchaîne ensuite avec un match qui là m'aura fait verser un peu de sel, c'est les Dodo, les Réré, les Mimi qui affrontent le Judgment Day que vous avez rebaptisé visiblement Rétribution 2.0. Un match qui nous a été annoncé comme un combat sans disqualification, alors Triple H, si t'es aux commandes, explique-moi s'il te plaît, pourquoi Rey Mysterio il attend sagement dans son coin que son fils vienne faire le relais. Et on sait très bien pourquoi cette stipulation de sans disqualification a été amenée, c'était tout simplement pour assister au 45e retour de Edge, 45e retour annuel, je le rappelle, qui est revenu d'une manière badass en vampire, on sait pas trop, et qui visiblement est à nouveau babyface, puisqu'il vient coûter le match au Judgment Day, qui avait le contrôle sur la situation, qui aurait pu faire le pin 20 fois sur Rey Mysterio, parce que le temps que Edge il fasse son entrée, bah voilà, c'était plié. Spear de Edge sur tout le monde, 619 de Mysterio, 1, 2, 3, les Réré, les Dodo ont toujours gagné leur combat contre le Judgment Day. Le Judgment Day, ils sont nuls, voilà, ils sont nuls, ils ont des looks, ils sont badass, mais ils sont nuls. Edge est de retour, je ne suis pas particulièrement excité, le train est passé, pour moi la hype est passée autour de Edge, c'est un peu triste, parce que j'oublie pas les grands moments que nous a fait vivre ce catcheur, dont notamment son retour en 2020, et oui, encore un retour. Edge qui encore, il y a quelques semaines, insultait tout le public, visiblement s'est oublié, et on verra où ça nous mènera la WWE, mais bon... Pas emballé le Stury, pas emballé, je suis désolé. Le prochain combat m'intriguait pas véritablement, c'était Happy Corbin contre Pat McAfee, Happy Corbin qui a été accueilli par une chorale qui l'insultait en chœur, c'était... étonnant. Plus de White Stripes pour l'entrée de Pat McAfee, mais c'est pas grave, on a créé un thème un peu rip-off avec des chants wow wow wow. Ça remplacera le popolo popo. McAfee est indiscutablement un très très bon showman. Lui aussi a des capacités athlétiques particulièrement folles. Il a une autre relation que Logan Paul vis-à-vis de la WWE puisqu'il est commentateur depuis déjà
de nombreux mois. Happy Corbin, comme d'habitude, il a essayé de rendre sa phase de domination intéressante, mais ça n'a pas intéressé tout le monde. On attendait plus les comebacks de McAfee. Et les comebacks de Pat McAfee, oui, c'est quelque chose, même s'il a failli se vautrer à plusieurs reprises sur la 3e corde. Finalement, ça va se terminer avec un ref bump. McAfee a tiré un punt dans les noix de Baron Corbin avant de lui porter un code raid. Vous voyez, un code raid. Apparemment, il a avoué que c'était la première fois qu'il faisait ce move-là. Et bah, c'était bizarre, mais ne le refait plus parce que ça avait l'air dangereux. Victoire de McAfee, encore une fois, les célébrités battent le catch. Et ouais, 2 fois quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de catcheur à la WWE? Corbin, Le Miz, est-ce que vous êtes pas des fraudes? Ceci dit, le public à Nashville est ravi et j'ai un petit peu hâte de savoir où va mener les embrouilles entre McAfee et Corey Graves. Hein, voilà, les deux hommes se cherchent, ils se provoquent. On sait que Corey Graves, il est à nouveau cleared pour combattre dans un ring de catch. Je suis un peu curieux de savoir où mènera cette rivalité naturelle. Ça peut être une bonne attraction pour un futur PLE. Drew McIntyre, il est venu faire coucou, il catche pas ce soir. Bah non, le kebabier, il catchait pas ce soir, mais il est le nouveau challenger numéro 1 au titre de soit Roman Reigns, soit Brock Lesnar, ou soit Theory, en fonction du résultat du main event. Il affrontera donc le champion à ce moment-là en titre lors de Clash at the Castle au Pays de Galles. Il sera sur ses terres, pas du tout vu qu'il est écossais, mais vu que c'est pas loin, c'est à côté, il faut traverser toute l'Angleterre et puis hop, on y est à Cardiff. Et ben il promet bien entendu un bordel et de ramener le titre à la maison. Il a mis over un gamin au premier rang qui s'appelait Colt. Voilà, tous les gens ont chanté Colt, c'était marrant. Bah Colt. Mon Amérique à moi. Et on est passé au combat par équipe qui était plutôt attendu entre les Usos qui défendaient leur championnat contre les Street Profits, la revanche de Money in the Bank. Jeff Jarrett en arbitre spécial, qui a pas apporté grand chose à part avoir été un arbitre autoritaire, et plutôt cool. De grosses attentes en effet, parce que le dernier combat était une véritable masterclass. On est à SummerSlam, est-ce qu'on va voir les choses en plus grand? Et ben pas vraiment, puisque le début de combat est plutôt fade. Il y a une longue phase de domination des Usos sur Angelo Dawkins, qui est pas des plus attractives. En revanche, il y avait un Montez Ford qui était bien plus vénère que d'habitude, et les commentateurs ont insisté sur sa nature plus agressive. Mais de l'agression va naître la frustration, puisque après avoir porté son Frog Splash depuis les cieux, il n'obtiendra qu'un compte de 2. Il a perdu un peu de temps avant d'aller faire le tombé, puisqu'il vendait les cotes. Il a beaucoup engueulé Jeff Jarrett, puisqu'il comptait pas assez vite. Il a dit qu'est-ce qui se passe, et il a fait le relais à Angelo Dawkins, et après il s'est fait avoir par les Usos qui l'ont balancé dans le public. Angelo Dawkins a finalement été le maillon faible, double super kick, le 3D c'est terminé. Victoire des Usos qui reste champion, le finish est un peu flat, mais on a encore une fois beaucoup insisté sur la grande frustration de Montez Ford. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Est-ce que c'est le moment? Je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir la suite. On enchaîne ensuite avec un moment qui était attendu par beaucoup, et je m'inclus dedans, puisque Riddle, qui était retiré du pay-per-view, qui était censé affronter Seth Rollins, mais blessé de manière apparemment kayfabe, on supposait que l'angle qui allait suivre allait donner un combat impromptu à Seth Rollins contre un adversaire que Triple H choisirait. Bien évidemment, il y a eu énormément d'hypothèses quant à un retour de Johnny Gargano, même pourquoi pas du film de Bray Wyatt, hein, parce que bon, ça fait un an quand même, frère. Et ben non, en fait, on a eu un Riddle très agressif, très vénère, qui a provoqué Seth Rollins. Ça fait du bien de voir Riddle être un petit peu moins l'idiot du village. Seth Rollins s'est arrivé malgré que la sécurité, Adam Pearce, tout ça, ils lui ont dit non, on n'y va pas, ils lui ont couru après, c'était un peu rigolo. Les mecs se sont foutus sur la gueule, ça a tourné à l'avantage de Seth Rollins qui a encore une fois frappé un homme blessé, voilà, il l'a encore une fois humilié avec un curb stomp. Ça fait quand même 2 fois que Seth Rollins il s'en prend à un blessé, à un mec qui est pas cleared. Et WWE, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on prend des sanctions? Surtout que vous envoyez toute la sécurité, que le mec se fait engueuler, mais derrière, on va le voir à Raw, hein, voilà, il va faire D'ailleurs, j'en parle maintenant, parce qu'au moment où sort cette vidéo, bah oui, Monday Nitro s'est passé, mais vous inquiétez pas, on en touchera un mot à la toute fin de vidéo. J'aurais dû en parler tout de suite, parce que si ça se trouve, les gens, ils étaient... Bon, bref. Avec Monsieur Sturi du futur, hein, qui est là, voilà, qui est, voilà, dans le picture in picture. Je sais pas ce qu'il fout, hein, puisqu'il est dans le futur, donc j'en sais rien, mais lui, il a vu Raw. Moi, je l'ai pas vu, j'enregistre ça avant. Bon, finalement, pas de combat impromptu, pas de Bray Wyatt, pas de Johnny Gargano, pas de Bill Goldberg. Un chouette angle, on a ressenti là aussi la patte Triple H. Hein. Il a envie de faire grimper les enchères avant le combat annoncé pour plus tard à Clash at the Castle. Il y aura peut-être des déçus, mais j'ai trouvé ça plutôt couillu de la part de WWE. Liv Morgan, le projet, Liv Morgan, on y est, ça y est, elle défend son championnat de SmackDown contre Ronda Rousey. Et même si elle était la favorite pour remporter le combat, c'est en underdog qu'elle va se pointer pour affronter The Baddest Woman on the Planet. Liv Morgan, on le rappelle, elle est devenue championne en encaissant sa mallette sur une Ronda Rousey qui...
oui, avait été particulièrement abîmée par Natalya, c'est à mettre au crédit de Natalya. Depuis Liv Morgan, elle a fait quoi? Elle a défendu son titre avec succès contre Natalya. Je crois que le titre était pas en jeu, mais bref, elle a une victoire. Ronda, elle, ils les ont mis en équipe, elle pouvait pas coexister. Bah là, ce soir, Ronda Rousey, bah elle a fait cul de boucher de Liv Morgan. Attention, à Liv, elle s'est bien battue, elle a fait 2-3 comebacks, ok, elle est brave. Mais globalement, le match, c'était sens unique. Ronda Rousey, elle lui a fait mal. Bah elle a vu que Liv Morgan a été venue avec sa langue bleue de l'époque où c'était la jobbeuse ultime. Elle s'est dit très bien, il y a quelqu'un à victimiser, on va péter des bras, et elle a perdu quand même. Ronda Rousey, elle a perdu. Oui, parce que bah, elle est pas bien maline. Ça, elle aura bien résisté, c'est l'histoire qu'on retiendra, elle a bien résisté, c'est fini. C'est fini, ça tape. Ça tape. Oh, attends, what? The referee counted 3. Here is your winner, and still the SmackDown Women's Champion, Liv Morgan! Oh non! C'est le truc avec Lesnar et le Taker. Hein. Ah mais l'arbitre il peut pas voir, l'arbitre il peut pas voir, l'arbitre ne peut pas voir, voilà c'est ça, c'est l'histoire, c'est la même, c'est Taker et Lesnar. Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Et voilà, vous avez vu le début de la vidéo, il est plus là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Liv Morgan elle a gagné de la sorte. Bon, WWE, il se laisse quand même une petite ouverture avec cette prise de soumission sur laquelle Ronda Rousey, elle laisse les épaules au sol. Visiblement, elle n'entend pas l'arbitre qui compte à côté, mais bref, ça c'est autre chose. Liv Morgan, elle a abandonné, on l'a vu sur les images avant le compte de 3. Donc voilà, quoi, on laisse de la controverse, ça fait un finish un petit peu pérave. Ronda Rousey, elle a attaqué Liv Morgan après le match, elle lui a reporté sa soumission en engueulant l'arbitre, elle a porté sa soumission à l'arbitre, elle se fera très certainement suspendre pendant quelques semaines, comme ça on garde les chances pour un peu plus tard. En revanche, est-ce que ça veut dire que Ronda Rousey tourne heel? On sait pas trop, hein, puisque quand un catcheur attaque un arbitre, bah, c'est souvent vu comme un mouvement un peu babyface. Par contre, Liv Morgan, qui conserve son titre de manière un petit peu fluke victory, c'est un peu risqué de la part de WWE, puis ça va la portrayer comme une championne très très faible pour l'avenir. Je sais pas. Je pense qu'elle aurait peut-être mieux fait de perdre son titre tout de suite, Liv Morgan, et on lui aurait dit c'est pas grave, meuf, tu t'es bien battue. Enfin, on y est! Le main event, Last Man Standing, 7e affrontement en 1 contre 1 entre Roman Reigns et Brock Lesnar dans leur carrière. Le championnat universel indisputé est en jeu. Et est-ce que le spoiler, ça va être Austin Theory? Bah écoute, pour le moment, on en a rien à foutre puisque Brock Lesnar, il fait son entrée en tractopelle. Putain la vache, le mec il a fait une entrée en tractopelle. On le rappelle, hein, Brock Lesnar, lui il joue pas à Farming Simulator, hein, lui c'est farming dans la vraie vie. Le mec se fait un kiff parce qu'il va se servir de son tractopelle pour faire son introduction lui-même au ring. L'image elle est méga badass, le mec il a un lancer de micro, Roman Reigns il récupère ça, t'as l'impression de voir Sangoku contre Vegeta, qu'est-ce qui se passe? Attends, on n'a pas vu la scène. Il a attrapé le micro, Roman Reigns. Mais ils sont trop forts. Ça saute du tractopelle. On est parti, la bagarre. Bon, après ça, les premières minutes de combat, ça a spammé les finishes. Ils se sont battus à l'extérieur du ring. Il y a eu quelques passages à travers des tables. C'était un peu dangereux, évidemment. C'est un last man standing, on peut tout faire. Mais la présence de Lesnar a vraiment rendu le truc divertissant parce que, oui, il allait faire des petits allers-retours. Il rentrait dans son tractopelle. Il faisait une marche arrière. Il y a même eu ce spot qui s'est peut-être pas passé comme on l'avait imaginé, où Brock Lesnar il va foutre Roman Reigns dans la pelle de son tractopelle. Bon là Roman Reigns il pique un somme dans la pelle du tractopelle, mais bon l'arbitre laissait jouer. Brock Lesnar il a élevé Roman Reigns dans les cieux pour le faire tomber délicatement dans le ring. Alors là c'était délicat. Là, oh là là. Take it out the trash. Ah, ça a pas empêché les gens à Nashville de chanter This is awesome. Limite, je me disais, frère, t'abuses avec ton tractopelle, mais j'étais pas prêt pour ce qui allait suivre ensuite. Alors que Roman Reigns a tenté un comeback avec une guillotine, il s'est fait contrer par Brock Lesnar qui lui a apporté sa version de la guillotine et qui a fait pass out, carrément. Roman Reigns, l'arbitre, il a fait, bah c'est bon, là il dort. Laisse-moi compter jusque 10. Alors on a compté jusque 8, 9, ben Roman Reigns il s'est relevé. Alors le réflexe de Brock Lesnar, c'était de remonter dans la machine et de... Where the hell is he going? Oh, gee. Corey, get the hell out of there! Brock Lesnar just moved the entire ring! Wingardium Leviosa. Lesnar's lifted up the ring with Roman Reigns in it! With a damn tractor! Reigns falls out of the entire ring! Oui, en quelque sorte, on peut parler d'une certaine magie dans le catch à créer des moments totalement
Improbable quoi, c'est un ring qui se soulève. C'est un ring qui se soulève, mais c'est pas la magie, c'est Brock Lesnar qui a soulevé le ring avec son tractopelle, on n'a jamais vu ça. Une image qu'on n'oubliera jamais, qui traversera les âges. La chute de Roman Reigns, hein, qui s'effondre, qui est déséquilibré, l'arbitre qui va encore une fois compter jusque 9, ça ira pas à 10. Le regard tellement satisfait de Brock Lesnar, enfin bref, c'est en effet hein, l'image la plus badass que vous verrez cette année, que vous verrez peut-être de votre vie. Ceci dit, après ce truc totalement dingue, je me suis dit comment vous allez finir le match, comment on peut passer après ça. Et ben on a tenté le cash-in de Théorie, voilà, qui arrivait, alors le temps qu'il fasse tout son entrée, vu que la rampe d'entrée, tu vois, il y a quand même un virage, c'est un peu long. La Roman Reigns, il est resté à terre, et apparemment l'arbitre, il a encore une fois arrêté de compter. Le cash-in, il aura finalement pas lieu, parce que Théorie s'est fait intercepter par Brock Lesnar, hein, qui a été son bourreau jusqu'au bout. Puis Brock Lesnar, de cette distraction, il s'est fait attaquer par les Usos, on avait oublié les Usos, ben oui, là le bullshit, il arrive, les Usos, et puis Paul Heyman aussi, Paul Heyman, il a dit à Brock Lesnar, bon arrête de faire du mal à mon chef tribal, tiens prends les ceintures, deviens champion, laisse-nous tranquille. Là Brock Lesnar il a fait, bah tiens je peux foutre sur la gueule de Paul Heyman, allez let's go. Tu vois là il y a plus de doute hein, sur la loyauté de Paul Heyman, hop sur les épaules, à travers la table des commentateurs. Très beau spot, cela dit, très beau spot. Et après, bah, Roman Reigns, il est revenu. Il a mis une spear. Il s'est dit, tiens, je pourrais peut-être mettre une spear ou deux. Donc, il en a remis une. Mais Brock Lesnar, il se relève à chaque fois. Donc, on met des coups de ceinture, on met des coups de mallette, on met des coups de tout ce qu'on peut trouver. Finalement, bah, Brock Lesnar, vu qu'il se relève toujours, on va faire la technique qu'on a déjà vue dans Plat Last Man Standing. On va recouvrir le corps de Brock Lesnar de plein de trucs. Voilà. Donc là, on a fait du petit bois avec les chaises, avec la table des commentateurs, les escaliers d'acier. Et d'habitude, en fait, c'est une fois que le tas de trucs, il est fait, que l'arbitre se met à compter, et que le mec, soit il se relève comme ça, ou qu'il se relève pas, mais en fait, non, là, l'arbitre, il comptait pendant que Brock Lesnar, il se faisait aplatir. Et ça, on l'a jamais vu avant, parce que d'habitude, l'arbitre, il compte quand on a fini de poser les trucs sur le mec. Il a pas compté quand Roman Reigns, il était dans le tractopelle. Là encore, hein, selon moi, il y a un problème arbitral. Même moi, je le dis, Hunter, tu veux pas rappeler Michel? Regarde-moi, tout le monde réclame Michel, tout le monde sur cette chaîne. Même moi, je me retrouve à le faire, rappelle Michel. Bon, bah Roman Reigns, il reste champion. C'était quand même une sacrée dinguerie. C'était très divertissant. C'est peut-être le meilleur Brock Lesnar. Roman Reigns, ils ont pas fait catchesquement plus que ce qu'ils font d'habitude, mais c'était très divertissant. Aussi, la patte, la touche spectaculaire, sensationnelle, s'ajoute au délire. Bravo Hunter. Et bravo les mecs, et bravo pour le ring qui est cassé, voilà, vous avez il est cassé. SummerSlam, c'était quand même un chouette spectacle, un chouette divertissement, c'était un plaisir en plus de ça de le suivre en live avec vous sur twitch.tv/Tuerie316. C'est tout pour moi, je vais vous laisser en conclusion avec ce qui s'est passé du côté de Monday Night Raw, hein, Tuerie du futur, il est prêt, ben, il vous dira au revoir parce que moi je vais aller tranquillement préparer mes vacances, hein. Yo, c'est Tuerie du futur. Ah, les lunettes. Bah oui, les lunettes, c'est... Oui, c'est pas les mêmes que d'habitude, parce que je suis en train de faire mes affaires, et j'ai pas retrouvé les lunettes du futur, donc c'est les autres lunettes du futur. Celles qui annoncent les vacances. Donc pas de Raw récap, mais évidemment, ça aurait mérité, hein, parce que c'était pas un épisode de Raw inintéressant. En effet, Triple H, même USA Network, ils avaient promis de grandes choses. D'ailleurs, la première heure était intégralement sans aucune pause publicitaire, hein, ce qui est pas banal, donc on le souligne. Et le focus s'est fait principalement sur 3 choses. Le championnat des États-Unis, on a eu le droit à 2 combats triple threat match qualificatifs pour une finale qu'on a retrouvée lors de la 3e heure, et c'est Tommaso Ciampa qui a battu AJ Styles, et qui mérite de se faire une opportunité au championnat de Bobby Lashley, et bah oui, hein, Triple H, Ciampa, tout de suite, hein, on est mieux considéré. Le second focus, il est bien évidemment sur le 45e retour de Edge cette année, et qui s'est excusé auprès des gens, il leur a dit, les mecs, ah ouais, je vous ai mal parlé, mais bon, finalement, ça va, vous m'en voulez pas, hein, j'ai été un connard, mais... Hein, on s'en fout, hein, c'est le catch. Donc ses ambitions, elles sont claires, il veut se débarrasser du Judgment Day, hein, détruire ce qu'il a créé. Bon, bah, il va aller feuder avec les mecs qui gagnent rien, donc laissez-le. Et enfin, le dernier focus, et j'ai même envie de dire, ouais, les focus, là, ça a été des gros fils rouges, ça manque à les fils rouges du côté de WWE, et ben, Bayley, Dakota Kai et Io Sky, hein, parce qu'il a oublié de le dire, l'autre, elle s'appelle Io Sky désormais, mais les commentateurs, même eux, hein, ils s'en bêlent les pinceaux. Elles ont foutu le bordel, elles ont attaqué Becky Lynch, qui sera out pendant, peut-être de 3 à 5 mois, hein, et Paul... disloqué. Becky Lynch, je l'ai dit, elle a fait un gros discours de babyface, elle a reparlé de The Man. Donc ça promet de bonnes choses, mais ça sera retour horizon peut-être, ouais, même le Royal Rumble. Ronda Rousey, on le sait, elle s'est fait suspendre, hein, voilà, indéfiniment, avec une amende, et on sait pas quand elle reviendra, elle fera un petit congé, c'est ce que je vous avais dit. Et Io Shirai, enfin plutôt Io Sky, elle a affronté Bianca Belair dans un
Chouette match, mais bon, les automatismes n'étaient pas encore totalement là, ça a duré longtemps. Pour finalement finir en no contest, puisque Bianca Belair, elle s'est trouvé 2 alliés, Asuka et Alexa Bliss, que le clan aussi tout à l'heure avait attaqué. Donc les cartes côté division féminine sont totalement redistribuées, il y a eu 0 bullshit sur l'intégralité du show, et pour ce qui est d'un autre combat qui a été présenté, et ben c'est Seth Rollins. Hein, voilà, Seth Rollins, il a affronté Montez Ford, qui n'a pas tourné heel, mais qui a perdu de peu, et Seth Rollins, et ben finalement, lui, il peut attaquer des gens qui sont blessés, il n'y a pas de soucis, il se prend pas de suspension, pas d'amende, tout va bien pour lui. Un bon épisode de Monday Night Raw, 0 bullshit, pas de championnat 24/7, pas de retour non plus de Kevin Owens, on est un petit peu inquiet, qu'est-ce qui se passe? Ezekiel pas là. Sur ce, les amis, il y a la programmation de l'été qui va prendre le relais pendant les 10 jours à venir. L'autre Stury fera son retour à partir du 14-15 août, mais il n'y aura pas encore les Raw Recap et SmackDown Recap, ça, il l'a dit, il faut attendre septembre. Mais qu'est-ce que vous voulez, il est chiant lui aussi. Sur ce, parce que c'est moi qui conclue, c'est quand même cool quoi, Stury du futur, t'as vu ça, la promotion. Eh mais réclamez-moi plus souvent, je suis quand même mieux que le guignol de Michel Beaujolais, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah j'ai juste à vous dire à la prochaine, et tout le monde, reste fort, c'était le qu'est-ce qui s'est passé de SummerSlam. Voilà, j'ai fait une belle outro, c'est bien, on la garde. De toute façon il est parti lui. Salut.